Donc, à mon tour de remercier les organisateurs du colloque et donc l'enseignement vers Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, qui bien évidemment sont des îles très différentes, des histoires assez distinctes. Ça marche. Au sens où, alors par exemple, d'un point de vue, disons, géographique, l'une est polynésienne, l'autre mélanésienne, selon la distinction établie par Paul-Joly en 1831. Distinction d'ailleurs sur laquelle on pourrait revenir, mais surtout différence principale. En tout cas, l'une a abrité. Est-ce qu'il faut que je vous les montre ou est-ce que vous avez une idée? C'est bon. Donc, l'une a abrité un bagne et l'autre non. Dans le titre, cependant, le terme même de bagne peut entendre dans un sens plus large que celui de la colonie pénitentiaire. Le bagne ici, ce sera en fait une manière de voir comment la presse coloniale, le journal colonial, construit en gros l'idée d'un territoire stigmatisé par la violence en général, en opposition au paradis tahitien. Car plus largement, dans les représentations françaises, Tahiti, donc devenu protectorat français en 1842, annexé en 1880, est plutôt peuplé de baïnés hantés par les fantômes de Bougainville et de Diderot, alors que la Nouvelle-Calédonie, découverte par James Cook en 1774, annexée en 1853, est plutôt peuplée de cannibales et fréquentée par les silhouettes, alors un peu oubliées mais d'Ataï, le chef des insurrections de 1878, et par celle des Bagnards, Louise Michel, au premier chef, donc qui ont vécu à cette époque. Il est vrai que donc les deux îles sont initialement, historiquement, culturellement différentes et que, de fait, on pourrait considérer que les journaux coloniaux qui paraissent, journaux produits par et pour les coloniaux principalement, n'ont fait que suivre des réalités existantes, sans même parler de développement historique politique plus récent. Mais l'idée principale ici, c'est que les textes ont pu accentuer ces traits, les développer et que revenir à la manière dont, en gros, dans les débuts de la colonie, la manière dont la presse a montré, en quelque sorte, deux îles différentes, et bien c'est une manière de mieux comprendre donc les représentations qui courent même jusqu'à aujourd'hui. Donc, il existe sur ces deux îles une vraie culture médiatique, même si elle est embryonnaire par rapport à la métropole, même si elle est très officielle, même si elle est soumise aussi à des changements de gérants ou même de gouverneurs. Il y a une perspective commune, c'est bien ça qui va permettre la comparaison, c'est-à-dire une presse officielle mise en place par le gouvernement colonial, sur laquelle je vais beaucoup m'appuyer, et plus tard, cela dit, d'autres titres privés qui émanent d'entrepreneurs, d'hommes de plume locaux. Le journal colonial, particulièrement quand il est officiel, l'idée, la mission en tout cas, c'est de remplacer ou de compléter, selon l'avancée dans le temps, une librairie inexistante, très modeste. Et c'est aussi d'incarner la civilisation française dans 4 pages imprimées, 2 dans les premiers temps souvent, qui sont censées en gros être la métonymie du pouvoir colonial. Et c'est un peu, j'aime beaucoup cette citation et je ne vais pas résister, c'est un peu ce qu'écrivait Victor Hugo dans Les Travailleurs de la mer, supposer une île déserte, le lendemain de son arrivée à Robespierre fait un journal et on redit si à bonne. On a cette idée au 19e que sur n'importe quelle île, quand on y met des Français, première chose, alors des Français, des Occidentaux, des Français en particulier, la première chose qui est faite, c'est créer un journal et avoir des abonnés. Donc, ces deux terres de la France australe, ce sera le titre d'ailleurs d'un des journaux, sont censés développer cette idée du rôle culturel de la littérature médiatique et de ses variations. Alors la première étape, c'est que publie-t-on dans les deux capitales, Papeete et Nouméa. Donc, d'abord des périodiques officiels. Et quels périodiques officiels? Eh bien, dans un premier le Messager de Tahiti, par exemple, qui va paraître en 1852,
et le moniteur impérial de la Nouvelle-Calédonie et dépendance, qui perdra forcément le caractère impérial à la fin de l'Empire. Ces deux journaux, donc, ils comptent 4 pages quand ils se développent suffisamment, et c'est toujours la même structure, une partie officielle, une partie non officielle, et puis des réclames, des annonces. Ils sont publiés hebdomadairement pour des prix qui vont en fait peu varier au 19e, et qui sont entre abonnements annuels 12 et 18 francs. Il y aura d'autres titres donc privés, mais vraiment beaucoup dans les années 1880-90 particulièrement et au tournant du siècle. Auparavant, en fait, il y a peu de titres privés ou alors qui sont mal conservés, disparus, etc. Alors, la presse tahitienne en particulier, si on se recentre sur elle, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est un cas relativement rare, le tout premier titre qui paraît à Tahiti, a priori, c'est l'Océanie française, qui n'est pas un titre officiel et qui me semble intéressant parce que ce journal de Tahiti, déjà, a choisi un titre, donc l'Océanie française, ensuite parce qu'on apprend en lisant qu'il compte 98 abonnés, tout de même pour un journal autographe, et qu'il a même d'autres demandes. Et il est très fier, le rédacteur Edmond de Ginoux, sur lequel par ailleurs on pourrait s'arrêter, parce que c'est un de ses aventuriers vraiment intéressants, dans une prochaine fois. Et c'est un titre donc qui est très fier de ne pas être officiel, il disparaît assez rapidement, cela dit. Ensuite, en 1850, autre particularité, le journal qui paraît, c'est un journal en fait en tahitien, le TVA no Tahiti, que le titre complet du journal étant visiblement, quand on traduit, en dessous, je suppose, plutôt en dessous, je pense. Le messager de Tahiti pour la propagation de petites nouvelles pour l'utilité des Tahitiens, selon la traduction du site des archives de la Polynésie. En termes justement de sources, le TVA no Tahiti a été numérisé par les archives polynésiennes relativement récemment. Il paraît en 1850, en 1852 il est rejoint par le messager de Tahiti et en fait les deux fusionnent en 1859, ce qui va donner naissance à un journal bilingue pour Tahiti, première image en fait d'une différence de traitement entre ces deux territoires. C'est d'autant plus intéressant que le messager de Tahiti, du coup, va faire paraître une bibliothèque, particulièrement en ce qui fait de titres littéraires français plutôt édifiants et en bilingue, à destination donc très précisément d'un lectorat qui serait indigène. Les titres, les textes que je citerai, les numéros cités du messager de Tahiti, seront plutôt dans les premières décennies en fait de la publication, puisque ce qui va se passer, mais sur les deux îles, c'est relativement semblable, en lecture cursive en tout cas, il va y avoir une espèce de changement, disons, un tournant après les années 60. Il y aura ensuite d'autres textes, mais ça c'est, comment dire, j'en parlerai très peu, mais pour vous donner une idée. L'Océanie française, le titre sera repris en 1883, c'est un phénomène assez courant que la reprise des titres. Il y aura par exemple, et c'est riche, la presse tahitienne, l'entracte, qui garde donc l'entracte c'est 1884, qui garde ce caractère, ça se voyait ici très rapidement, mais ce caractère bilingue, ce qui signe donc une espèce d'identité médiatique un peu particulière à Tahiti. Et là encore, toujours cette identité bilingue, l'arc-en-ciel, en 1886. C'est encore une fois un premier indice, alors d'une expression linguistique qui est beaucoup plus simple en Nouvelle-Calédonie où on compte au bas mot une trentaine de langues en fait, mais aussi d'un traitement différent des autres coloniaux, si on peut dire comme ça. Donc oui, et après, plus largement, la France australe, etc. Donc, alors, deuxième cas, je me suis un peu avancée avec la Calédonie, la presse calédonienne, le moniteur impérial de la Nouvelle-Calédonie et dépendance, on se rend compte immédiatement là aussi que le titre est bien plus officiel que le messager. Il est publié, celui-ci, en 1859. Et il est vraiment issu du moule duquel sortent les titres officiels, c'est vraiment l'appropriation impériale du territoire. Cela dit, comme à Tahiti, même principe, au tournant du siècle en fait, on observe une floraison de titres. Alors, la Calédonie particulièrement, pour lequel j'avais, comment dire, fait un zoom sur notamment la librairie, la fameuse librairie, mais aussi des journaux très locaux dont on trouve des traces et qui a priori ne sont pas conservés, le Bourail illustré ou le Furet de Bourail, pour une localité qui n'est pas la capitale, ça fait déjà 2 titres. Gauguin même deviendra journaliste pour Le Sourire et les Guerres en 1899. Donc là aussi, encore une fois, je prends une période qui est un peu avant une floraison de titres.
De la même manière, la presse des déportés, elle est vraiment particulière et en fait, je n'en parlerai pas parce qu'elle n'a pas son pareil sur les autres territoires coloniaux et du coup, elle relève d'un fonctionnement qui n'est pas exactement celui que moi j'ai étudié dans ma thèse, c'est-à-dire le périodique colonial qui produit une identité à usage des locaux, des coloniaux et éventuellement aussi de métropole par le biais des échanges. Donc, le deuxième point, une fois qu'on a un peu compris le fonctionnement de ces journaux, c'est de voir comment le profil des îles va se dessiner dans les premiers temps du journal, c'est-à-dire quand il y a une forme de plasticité, encore des publications officielles. Et que donc, on peut avoir dans la partie officielle toujours des décrets, etc., c'est la vie politique de la colonie, mais dans la partie non officielle, on peut avoir dans certains journaux, donc, et c'est un peu le cas ici, des textes plus originaux et qui ne se résument pas aux publications qui sont vraiment nécessaires à la vie coloniale. Et c'est particulièrement vrai donc au début. Alors, la question ce serait donc quel genre de texte trouve-t-on dans ces premières décennies et qu'est-ce que cela raconte en fait de la colonie? Petite précision méthodologique et importante, je n'ai pas de remarques statistiques. Quand j'ai fait une thèse, pourtant vraiment c'était il y a moins de 2 ans que je l'ai soutenue, mais rien n'était numérisé et en fait, par exemple, le messager de Tahiti vient de l'être, mais vraiment entre avril et juin 2018. Cela dit, il est en fait donc en mode image, ce qui ne permet pas une recherche par mot-clé. Donc ça reste une lecture cursive qui est numérisée, ce qui est quand même déjà une très grosse avancée. Donc les premiers textes, pour revenir rapidement aussi sur les premiers textes qui sont communs en périodique, ce qu'on peut repérer rapidement, c'est que bien sûr, ils partagent les décrets, les avis, les informations et l'actualité étrangère ou métropolitaine. Cela dit, avec des sources différentes. En Nouvelle-Calédonie, on cite plutôt les journaux australiens, y compris anglophones, et à Tahiti, on va plutôt en fait aller du côté, par exemple, alors plus tard, du courrier de San Francisco comme source. La mission pragmatique des périodiques va également justifier des notices agricoles, scientifiques, etc. Mais donc, il y a d'autres textes. Et ces autres textes, ce sont eux qui vont signer un peu l'originalité, qui vont déterminer si l'on parle donc du paradis ou du bagne. À Tahiti, la particularité, c'est que dans les premiers temps, encore une fois, on va avoir des chants tahitiens, des chansons, vraiment. Et en Nouvelle-Calédonie, si on essaie comme ça de voir quel type de texte on a dans la partie non officielle, eh bien ça va être l'histoire qui va prendre une place un peu plus importante. Et on trouvera aussi, en Nouvelle-Calédonie et pas à Tahiti, une chronique néo-calédonienne, nouméenne, calédonienne, qui montre donc qu'il y a vraiment un effort pour donner une identité coloniale locale. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'a priori, les journalistes ne se limitent pas à la reproduction d'anciens récits de voyage. Très exactement, dans l'Océanie française, en fait, en 1844, si c'était ça. On publiait sous le titre Coutumes tahitiennes des textes issus du voyage de Dumont d'Urville. Mais justement, c'est en lisant l'Océanie française qu'on peut se rendre compte qu'ensuite, il y a un vrai effort d'originalité ou d'authenticité, et donc une manière de décrire la vie coloniale avec acuité. Donc pour Tahiti, alors si on veut être là un peu précis, on trouve notamment donc, des chants tahitiens publiés souvent dans des récits d'exploration ou de promenade. On trouve donc alors le 18 mai, le 22 mai 1853, le 30 avril 1854. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le 14 mai, à la demande des lecteurs locaux, signale le journal, eh bien, on publie la reproduction intégrale d'une chanson qui n'avait été publiée que par extrait. Ce qui laisse donc penser qu'on a eu des réactions positives des lecteurs francophones et des coloniaux sur place. Alors, le petit changement qui va se produire ensuite, une fois qu'on a passé ces chants tahitiens, c'est qu'on aura par exemple en 1855, ce que je vous ai mis comme illustration ici. Donc, le messager, par exemple, pour présenter ces chants, on peut voir qu'en fait, c'est extrêmement important, puisque la partie officielle est quand même particulièrement courte, et du coup, la chanson tahitienne, chanson féminine en plus, se retrouve sous donc, la partie officielle très rapidement, et avec cette mise en page particulière. Ça, c'est pour la partie donc, qui nous aiderait à percevoir Tahiti comme un endroit apaisé, et on verra plus tard même peut-être un peu féminin. En 1855, ce qu'on a ensuite, et c'est un deuxième cas, c'est de la poésie en gros écrite par un colonial, mais qui fait quand même la description de l'île et de son caractère édénique. Donc une
poésie occidentale qui va se développer au fur et à mesure, et dans les années 1870-80, on aura ensuite toujours de la poésie, cette fois avec une valeur différente, c'est-à-dire de la poésie française, qui n'a plus aucun lien avec l'île, et qui a visiblement à ce moment-là une valeur un peu plus symbolique qu'autre chose, en fait, c'est-à-dire marquer l'appartenance du lectorat colonial à une société cultivée et civilisée. Donc à partir du même objet littéraire, du même genre, la poésie, en gros, on peut voir une évolution. Ce qui est intéressant, et c'est là que parfois que le journal colonial peut être surprenant, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, on va trouver aussi un de ces poètes français qui passe sur l'île et qui s'attache un peu à l'île et qui la décrit. Donc on n'a pas de chant kanak, bien au contraire, ça c'est dévalorisé quand il y a des cérémonies kanak qui sont décrites extrêmement péjorativement, mais il y a en gros alors un personnage comme Armand Closkinet, on ne s'attendait sans doute pas à une telle célébrité, qui passe 2 ans seulement en Nouvelle-Calédonie et qui publie des poèmes qui mettent en scène en fait la manière dont il arrive sur l'île et dont il repart. Et ce qui est intéressant avec Closkinet, vraiment, c'est qu'on voit son évolution. Je me suis trompée sur d'ailleurs 65 à 55. On voit aussi, en fait, par un courrier qui est envoyé au moniteur calédonien, on voit qu'il est passé à Tahiti, qu'à Tahiti, il a essayé de faire publier ses vers et que ça n'a pas marché, et que donc, Armand Closkinet devient très bizarrement, alors qu'il a passé que 2 ans, le poète de la Nouvelle-Calédonie. Et on reverra ensuite qu'il a notamment une vision des Kanaks qui est tout à fait inattendue. Donc, d'un côté, la poésie, de l'autre côté, l'histoire. Là aussi, ce qui est intéressant, Tahiti est très peu marqué par les récits historiques qu'on trouve peu dans le Messager, alors que l'histoire, c'est pourtant vraiment le genre qui est prisé par les journaux coloniaux en règle générale, pour des raisons souvent qui tiennent en fait à l'idéologie coloniale. On raconte le passé anticolonial pour marquer la rupture et la survenue du progrès, par exemple. En Nouvelle-Calédonie, c'est à peu près ce qui se passe, avec cette particularité que c'est fait donc par des pères maristes, particulièrement le père Montrousier dans les premiers numéros. En 1860, par exemple, on trouve donc sa description, et immédiatement ce qu'on va voir, c'est que ce qui marque l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est forcément l'anthropophagie. C'est vraiment le stéréotype qui va être associé au Kanak. En 1867, et c'est là que, encore une fois, la presse parfois est plus nuancée en fait, que ce qu'on pourrait penser, en 1867, toujours un même intérêt pour l'histoire, mais cette fois avec une vision un tout petit peu plus irénique des rapports entre les différents peuples calédoniens. Donc, ce qu'on a ici, en tout cas, ce qui peut marquer, les textes là, ce sont des exemples, il y en a d'autres, mais il y a une vraie historicité de la Nouvelle-Calédonie qu'on opposerait facilement du coup à l'intemporalité en quelque sorte de Tahiti. Cela tendrait à confirmer un peu donc nos stéréotypes. Alors, point suivant, on peut s'intéresser du coup aux personnages récurrents de ce genre de texte. Qui peuplent en fait ces 2 îles océaniennes et comment sont-ils décrits? Les îles sont plus proches de ce qu'on pourrait penser. On n'en est pas encore aux îles Sœurs comme pour la Réunion et l'île Maurice, au nom actuel, mais cela dit, on trouve bien des fonctionnaires qui passent d'une île à l'autre et le journal s'en fait l'écho. On voit que certains chefs de l'insurrection kanak sont envoyés en exil à Tahiti et reviennent en 1890. On voit donc aussi des expressions telles que les 2 îles Sœurs de l'océan Pacifique, etc. Et puis surtout des expressions France-Australe ou Océanie française. On pourra aussi citer par exemple la lettre d'un vieil Australien qui a été prise dans un journal australien dans laquelle il dit qu'il est passé à Tahiti pour coloniser. Je ne sais pas si c'est très clair jusque-là. Et cette lettre est publiée dans le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie parce que le Moniteur en fait demande plutôt aux Australiens de venir en Nouvelle-Calédonie et la publicité pour cela, c'est de dire que, je cite, moins privilégiés que les Tahitiens, nos indigènes se plient peut-être plus volontiers aux exigences du travail. Donc, en gros, on est alors en 1864 et le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, tout en décrivant vraiment, numéro après numéro, les Kanaks comme des anthropophages plutôt dangereux, arrive en même temps à utiliser un peu le stéréotype du Tahitien édénique, paresseux,
colons, puisque le problème de la Nouvelle-Calédonie, c'est que c'est une colonie peuplement qui manque un peu de colons. Sur les autochtones, plus particulièrement, alors là aussi, premier constat dans la presse, ils sont désignés au début par le mot indien dans les premières décennies, chez l'un et chez l'autre. Mais les Kanaks donc, ont cette particularité qu'ils sont anthropophages, en tout cas c'est ce que raconte la presse. Ce qui est intéressant, c'est que donc, la presse, notamment le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, condense avec une formule. L'anthropophagie, c'est massacrer et manger, quelle que soit la rubrique. Le fait divers, la partie officielle, la partie non officielle, on est massacré et mangé par les anthropophages. Cela laisse la place à des textes un peu plus originaux. Ce qui va être intéressant dans la posture d'auteur, assez vite, c'est qu'en fait, on va avoir une espèce de distance qui va se marquer par rapport aux anthropophages. Les journalistes coloniaux vont en fait faire une espèce d'humour sur l'anthropophagie. Dans les années 60, on trouvera des passages dans les faits divers du style « Une telle violation des droits de l'hospitalité ne troubla nullement la digestion de nos anthropophages ». Ou bien, alors ça c'était un cas un peu particulier, mais par exemple, j'ai le droit de le qualifier ainsi, puisque comme vendredi soir, il me semble d'âge à avoir digéré son homme. Ça, alors c'est vraiment un cas particulier, c'est Koskinen justement qui fait le compte-rendu d'une représentation théâtrale, ça tombe bien, c'est une opérette, qui met en scène des anthropophages. Et là, visiblement, c'est un insulaire qui a joué l'ex-anthropophage, et donc visiblement, Armand Koskinen trouve ça particulièrement drôle, mais le fait est que textuellement, on a ce genre de réaction même dans des textes plus sérieux. Encore une fois, il y a d'autres exemples, ce serait donner le plaisir de les manger, etc. En fait, ce qui me semble, c'est que les anthropophages deviennent au fur et à mesure des silhouettes récurrentes mais vides. On n'a plus exactement l'effroi que suscitait l'anthropophagie au début de la colonisation, c'est plutôt le cas d'une connivence. C'est-à-dire, c'est sur ce caractère violent qu'on va fonder en fait une identité coloniale calédonienne. Ça m'amène ça m'amène rapidement à l'idée peut-être que dans ces journaux, les îles vont être genrées en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on trouvera dans le Messager de Tahiti beaucoup plus de silhouettes féminines, pas forcément le cas de Vaïné d'ailleurs, mais des silhouettes féminines qui sont forcément extrêmement valorisées. On n'a presque pas de silhouettes féminines en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, donc soit il y a l'anthropophagie des Kanaks, soit éventuellement les Bagnards, mais là, presque déception en fait dans ces textes. Certes, quand on inaugure le bagne en 1864, il y a une description de l'arrivée des transportés, des chants qui ont été écrits par un transporté. En 1865, l'anniversaire du bagne, pareil, on trouve quelques récits, mais après, en fait, les bagnards sont des silhouettes de faits divers, et de faits divers en plus qui sont relativement peu graves. Donc, ils sont beaucoup moins porteurs. On dirait en quelque sorte que le bagnard est un avatar, mais un peu moins fort en termes de violence que l'anthropophage. L'anthropophage, encore une fois, par exemple, quand on passe dans les années 1885, sur des journaux comme le Castet, c'est bien lui qu'on va trouver parce que c'est vraiment sur lui qu'on va fonder cette idée donc, de violence. Et je termine à peu près sur cette idée que, encore une fois, la presse coloniale peut, cela dit, révéler des surprises. Donc ici, le bagne, oui, mais vraiment au sens métaphorique. Encore une fois, les bagnards sont relativement peu importants, vraiment l'anthropophagie a consolidé. Et deuxièmement, que, par exemple, sur Tahiti, ce paradis, dans les premiers temps, en fait, on a des textes qui rappellent une vraie, selon les descriptions coloniales habituelles, qui rappellent de vraies violences commises auparavant. Il avait du coup qu'il avait assisté aux événements remarquables des temps barbares, il se souvenait des sacrifices humains, des guerres incessantes, etc. C'est la nécrologie d'un chef relativement âgé qui meurt donc en 1854. Ce genre de texte, en fait, ça va disparaître assez vite. En 1860, on a une exploration, genre colonial là aussi par excellence. L'auteur en profite pour rappeler que cette caverne servait de vainqueur pour précipiter les vaincus après leur avoir préalablement coupé les oreilles. En fait, ce genre de texte, très vite, va disparaître du Messager de Tahiti qui va en gros adoucir, en quelque sorte, la représentation du territoire. Et à l'inverse, la tentative d'Armand Koskinen de décrire les Kanaks comme au contraire des hommes, donc, comme il le dit, hospitaliers, en gros,
Cette tentative-là ne va rien susciter comme réaction. A priori, le journal ne reçoit pas de critique ou quoi que ce soit. En revanche, elle va être noyée assez vite par la représentation majoritaire, qui est celle donc qu'on lit en 1871. N'importe quel fait ou rituel qu'un acte n'est pas digne d'être décrit, si ce n'est donc par des référents en gros négatifs. Bref, je vais conclure. L'idée donc sur le paradis ou le bagne pour ces territoires, c'est que dans la presse officielle, alors surtout des débuts de la colonie, les années 1850-1860, elles sont instables en fait en termes de stéréotypes, elles voient la mise en place d'identités, cela dit, qui vont aboutir à la connivence des années 1890 autour de certaines images imposées au territoire. Certes, il y a le récit de voyage antérieur, mais la presse en même temps à l'appropriation de stéréotypes par les coloniaux, et peut-être, alors c'est moins traçable pour le moment, mais par le biais des échanges, le moniteur de la Nouvelle-Calédonie était envoyé en métropole, c'est évident, alors à 4 journaux, comment quel texte était repris, mais peut-être se répandre un peu plus largement. C'est à peu près ce que je voulais donc vous partager. Et là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai lu, et ce sera un peu un petit ajout, dans le Tahitien en mars 1894, on trouve ce qui peut faire écho avec la communication sur le péril jaune, on a une rubrique habituelle, débarquement des étrangers. Et donc, on nous raconte que tel bateau a débarqué, tel passager, il y a les noms de famille. Et on termine par Ping Pong, chinois, sa femme et un enfant. Et tout d'un coup, là, on a ce passage. À propos de ce dernier, nous ferons remarquer qu'il vient encore grossir le chiffre des Asiatiques que déverse petit à petit sur nous chaque mois à San Francisco, sans qu'il soit possible de savoir quand l'invasion s'arrêtera. Et réellement, là, pour le coup, ils sont 3 quand même. Inutile d'ajouter que nous continuons d'assister, l'arme au bras, à cette invasion lente mais sûre et que tous les vœux émis à ce sujet restent de plus en plus d'être morts. C'est le petit éclat final. Il faudrait que je recherche un peu plus, mais le courrier de San Francisco, plus tard, il me semble, peut-être les années 1880. Est-ce que c'était plus rapide de faire passer une information de New York jusqu'à San Francisco, puis ensuite elle descendait vers le bout de la ferme de Lille, sur un des époques où c'est que le cas qui traversé c'est numérisé, et là, n'importe qui même aurait vraiment la possibilité de reprendre là toutes les nouvelles et de tracer vraiment. Le courrier de San Francisco, vraiment, je l'ai noté, après c'est toujours pareil, statistiquement, je ne peux pas... Mais il me semble qu'il était quand même assez régulier. Des questions sur le collègue? Donc merci, c'était super intéressant. En fait, tu en as parlé un tout petit peu, mais j'aimerais juste savoir si dans tes recherches... j'aimerais juste savoir si dans tes recherches, tu as eu beaucoup de commentaires dans la presse tahitienne sur la Nouvelle-Calédonie et vice-versa, parce que c'est vraiment le point historiographique où on en est dans les études impériales, c'est de ne plus regarder vers la métropole, mais de voir justement ces réseaux qui existent peut-être indépendamment dans l'histoire de la représentation. Oui, je m'étais même fait une fiche quasi là-dessus parce que, bon, visiblement, c'est suffisamment facile que j'y ai pensé. Il y avait le passage un peu caricatural en quelque sorte de nos indigènes sont mieux que ceux des Tahitiens, mais assez régulièrement, la Nouvelle-Calédonie cite Tahiti. Il me semble par exemple, et ça j'aimerais vérifier, que Tahiti en revanche en 1878 ne prend même pas acte du fait qu'il y a des insurrections. Alors que pourtant ça aurait fait un point intéressant. Mais de fait, oui, ce n'est peut-être pas exactement massif, mais les îles parlent l'une de l'autre, et encore une fois, au moins, ne serait-ce que ça, par la mention de machin nous a quittés pour aller travailler là-bas, etc. Même ne serait-ce que par les bateaux, il y a une vraie coprésence en quelque sorte. Une remarque, une question rapide. La remarque, c'est ce que tu dis à propos du bilinguisme. Ça, je crois que dans l'espace colonial, c'est vraiment
très intéressant, assez variable d'ailleurs selon les cas, assez variable d'interprétation aussi. Donc juste signaler que niveau l'Indochine, en tout cas Vietnam, est un lieu où on a beaucoup d'exemples de journaux bilingues, voire trilingues, parce que vous avez aussi des journaux qui paraissent partiellement en chinois, français, vietnamien, chinois. C'est vraiment c'est une piste très intéressante pour l'espace colonial en particulier. Là, je fais en bloc. La suggestion, c'est sur la poésie tahitienne. À vue de nez comme ça, j'ai l'impression que c'est une translation, disons, une déclinaison de la tradition poétique Île-de-France, Île-Maurice, Parny, le comte de Lille, Bernardin de Saint-Pierre, et ça donne vraiment l'impression d'avoir une sorte de reprise appliquée au paysage tahitien. Sur les auteurs français, oui, très clairement, il me semble que c'est ce que dans les Antilles on qualifie même de poésie doudou après plus tard olympienne. Mais oui, après c'est vrai que ce qui m'intéresserait un peu plus, c'est de demander en fait à, je sais pas, un historien tahitien si les chants traduits, relèvent de cette même, dans ce cas-là ce serait un peu supercherie, ou si on est vraiment dans un effort un peu ethnologique de traduction. Je ne sais pas très bien si c'est faisable, mais ce serait en effet une piste intéressante. Et pour le féminisme, oui, d'autant plus que même, par exemple en Algérie, les tentatives bilingues, elles sont très... le mot bachak sort vraiment relativement tôt, dans la préconisation. Il est lu par personne, tout le monde le sait, on en fait même des blagues, mais il sort relativement tôt, ça dépend des traitants, mais il y a au moins un effort. Il y a même l'Akbar qui est un des premiers, qui est bilingue, mais il n'y a pas de phénomène, j'ai l'impression. Non, mais l'Akbar n'est vraiment pas... L'Akbar, la date est en arabe, ils expliquent pourquoi au début, mais il n'est pas bilingue sinon. Il y a une édition, pardon. Il y a une édition bilingue, enfin une édition arabe, donc au journal. C'est aussi intéressant quel mode de bilinguisme, parce que c'est sur 2 colonnes, une édition qui sort à part. Oui, non, c'est vrai que c'est fondamental. Peut-être voir avec les traditions orales, comme Jean Guiard, des gens comme ça qui ont étudié. Jean Guiard, c'est un ethnologue qui a travaillé dans les îles de Mélanésie, de Micronésie. C'est ça, en effet, là-bas, je me dirige. Je pense que c'est quelqu'un à lire, enfin, je crois qu'il est décédé du monde, il y a des tas d'écrits de ses travaux. Jean Guiard. C'est